enregistré. Voilà, donc je disais que ce n'est pas très compliqué ce thème, à part une seule formule que nous allons voir, mais ce ne sera pas trop compliqué non plus pour vous. Donc si vous êtes déjà habitué aux devises, okay, si vous avez déjà fait enfin ceux qui sont au Canada, si vous avez déjà fait votre entrée aux États-Unis ou bien si vous avez déjà voyagé donc à l'extérieur du Canada, vous comprenez. Bon, ceux qui ne sont pas au Canada, si vous avez déjà voyagé, vous comprendrez aussi quand on change les monnaies. Donc, quand vous allez dans un autre pays, vous devez consommer la monnaie de ce pays. Et quand vous achetez dans un autre pays, vous devez acheter dans la monnaie de ce pays-là. Okay? Donc, même si c'est en ligne, quand vous achetez sur Amazon.com, donc des produits qui sont fabriqués aux États-Unis, qui sont expédiés depuis les États-Unis, c'est en dollars US en fait qu'on va vous facturer. Ce ne sera pas en dollars canadiens. Bien entendu, il y aura une conversion au niveau de votre banque quand vous allez payer par carte de crédit. Donc, ce concept doit être clair dans notre tête et ça va nous permettre donc de comprendre plus facilement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits rappels okay, avant de passer aux exercices parce que tous les éléments qu'on aura, tous les éléments qu'il y a quand même dans les diapositives se retrouvent donc dans les exercices. Donc, il suffit pour moi donc de faire l'exercice avec vous pour vous rappeler tout. Mais j'aimerais quand même insister sur quelques points afin que vous puissiez aussi vous en souvenir et ne pas oublier. C'est que dans ce chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a essentiellement au niveau donc des marchés de devises, il y a deux types de cotations. Il y a donc la cotation au certain, c'est-à-dire quand on exprime votre devise en termes donc des devises étrangères. Donc quand vous prenez $1 canadien, ça vaut combien de dollars US, ça vaut combien de francs CFA, ça vaut combien d'euros, ça vaut combien de yuan, ça vaut combien de telle devise. Donc, nous qui sommes au Canada, nous exprimons donc la monnaie canadienne ou la devise canadienne en fonction donc des autres devises. On appelle ça donc cotation au certain. Et l'inverse s'appelle cotation à l'incertain. Donc, le fait d'exprimer donc les autres devises en fonction donc du dollar canadien, c'est-à-dire, je dis $1 US, ça fait combien de dollars canadiens? 1 euro, ça fait combien de dollars canadiens? Un yuan, ça fait combien de dollars canadiens? Ça s'appelle la cotation à l'incertain. Donc, la question que vous vous posez, combien de dollars canadiens me faut-il pour pouvoir l'échanger contre $1 américain? Ça, c'est cotation à l'incertain. Alors que le contraire, c'est que combien de devises étrangères vous faut-il pour que vous l'échangez contre $1 canadien? Donc, vous exprimez $1 canadien en fonction donc des autres devises. Et comme j'avais déjà commencé à toucher précédemment, ok, j'avais commencé à aborder donc les questions donc de l'appréciation et de dépréciation de la monnaie sur le marché international. Et j'avais commencé à aborder le commerce international en disant que si vous achetez beaucoup plus donc de produits en international ou bien si votre monnaie est très forte, ça va jouer sur votre capacité à acheter les produits internationaux ou bien ça va jouer sur votre compétitivité. Et j'avais pris le cas de la Chine qui maintenait toujours sa monnaie assez faible ou bien sa devise basse afin que les pays puissent acheter les produits chinois. Parce que si vous voulez acheter un produit en Chine, vous devez payer dans la monnaie chinoise. Donc, si le dollar canadien est très élevé par rapport à la monnaie chinoise, ce qui va se passer, c'est qu'avec $1 canadien, vous pouvez acheter beaucoup de choses en Chine. Si vous prenez $10, c'est que vous pouvez acheter peut-être quand même pas mal de choses. Alors que si la monnaie chinoise est très, très forte, ce qui va se passer, c'est qu'avec $10 canadiens, ben, ça va presque pas signifier grand chose donc, en Chine. Donc, vous allez voir que les pays en développement ont un avantage comparatif en termes donc d'exportation. C'est-à-dire, si vous êtes dans un pays développé qui a une forte monnaie, vous pouvez acheter facilement des produits dans un pays qui n'a pas une forte monnaie. Alors que ce sera difficile pour eux de prendre vos produits parce que vos produits valent leur côté très cher. Donc, c'est ça aussi les effets donc, de l'appréciation et de la dépréciation de la monnaie. Et donc, je pense que je vous avais présenté, et ça se trouve donc dans les diapositives, il y a deux moyens essentiellement
par lesquels la devise peut bouger. Okay. Soit c'est sur le marché de la demande de la monnaie canadienne, ou soit la Banque centrale elle-même va pour équilibrer. C'est-à-dire que quoi? La monnaie canadienne se fait rare sur le marché international. La Banque centrale peut décider de fabriquer beaucoup plus de monnaie, okay? Et en offrant sur le marché, donc l'offre de monnaie donc, va être assez forte. Et quand l'offre est assez élevée, c'est que le prix donc, de la monnaie sur le marché international va être faible. Okay? Et par exemple, si vous prenez donc, supposez que les gens veulent acheter des produits canadiens ou veulent investir au Canada ou veulent immigrer au Canada, ils doivent échanger leur monnaie. S'ils sont aux États-Unis, ils doivent l'échanger contre les dollars canadiens avant de pouvoir rentrer sur le territoire pour consommer en canadien. Alors, ce qui fait que ce processus entraîne une demande forte pour la monnaie canadienne aussi, ce qui va entraîner un taux de change aussi qui va s'élever parce que la demande, est élevée, donc le taux de change va être aussi élevé. Donc, ce qui se passe, c'est que le mouvement, les flux migratoires ou bien le marché international, donc le commerce international, ou bien le flux de capitaux, ou bien le fait de pouvoir investir au Canada, ou bien le fait de détenir des actifs des entreprises canadiennes, ces activités affectent aussi le taux de change. Bien entendu, le taux d'intérêt aussi. Parce que si le taux d'intérêt est très élevé au Canada, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir épargner au Canada. Donc, si tout le monde veut vouloir épargner au Canada, supposons que les Américains vont tous vouloir épargner au Canada, ils vont vouloir prendre le dollar américain, l'échanger contre des dollars canadiens pour déposer ça dans les banques canadiennes. Alors, ce mécanisme d'échange des dollars américains contre les dollars canadiens fait en sorte que la demande du dollar canadien augmente. C'est-à-dire que les gens veulent plus de dollars canadiens. Et donc, le prix du dollar canadien, c'est-à-dire le taux de change du dollar canadien, va augmenter. Donc, essayez vous-même donc d'être à l'aise avec ces genres d'analyse que je fais. Bon, pour moi, c'est clair dans ma tête. Ça fait que je vais vite peut-être. Mais dans l'exercice, je vais vous laisser aussi me répondre pour que vous fassiez des erreurs et puis vous voyez vos erreurs et puis vous vous améliorez. Je fais comme si je ne sais pas, donc dans les réponses parfois. Et puis, je vais vous laisser aussi me guider. D'accord? Et je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait une question. Est-ce que vous pouvez expliquer la même mécanique que vous avez faite avec la demande, mais avec l'offre? OK. Avec l'offre aussi, ce qui va se passer, c'est que supposez que le taux d'intérêt devient très faible au Canada. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant d'épargner au Canada. Donc, les Américains, par exemple, ils voient que le taux d'intérêt aux États-Unis devient plus élevé et le taux d'intérêt au Canada devient très faible. Donc, les ménages ne vont plus vouloir épargner au Canada, ils vont vouloir épargner aux États-Unis. Donc, ce qui va se passer, tous ceux qui avaient donc de la monnaie canadienne dans les banques canadiennes, ils vont vouloir retirer cela et l'échanger contre donc, la monnaie américaine. Donc, tout le monde veut se débarrasser de la monnaie canadienne pour détenir de la monnaie américaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'offre de la monnaie canadienne explose. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand l'offre explose, c'est que le prix va diminuer. Donc, le taux de change aussi va baisser. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, dans le premier exemple, quand vous disiez si le taux d'intérêt baisse, donc au niveau de la demande, ça veut dire que les gens vont... excusez-moi, si on recommence, si dans la demande, en fait, les taux d'intérêt augmentent, les gens vont vouloir investir ici. Parce que c'est plus rentable d'avoir des intérêts élevés. En même temps, ben, si les intérêts sont plus élevés au niveau de l'offre, parallèlement, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va diminuer. Ça va diminuer parce que nul ne veut se débarrasser des dollars canadiens. Tout le monde veut garder les dollars canadiens. Donc, les gens ne veulent pas, les gens n'offrent pas le dollar canadien sur le marché. Tout le monde veut détenir. Donc, Okay. l'offre aussi va diminuer. Donc, l'offre est vraiment basée, en fait, sur, à partir du Canada, si on remet plus ou moins d'argent canadien sur le marché. Oui, c'est-à-dire que si la Banque centrale ne fait rien, on est dans un contexte, si la Banque centrale ne fait rien, c'est que l'offre ne va pas va diminuer. Ça ne va pas bouger.
Ouais, bon. Euh, bon, OK. Je comprends alors très bien. OK, maintenant, Parce que la c'est un peu mélangeant quand avec les exercices, on peut maîtriser la demande et puis on joue avec la mécanique, mais aussitôt qu'on arrive avec un point de vue à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'offre, et puis ça, OK, je comprends. on dirait que c'est OK, une question de point de vue. tout à fait. Je comprends parfaitement la question. Alors, voici ce qui se passe. Donc, il y a donc la quantité monétaire, donc supposons que la masse monétaire M1, qu'on avait déjà vu, la Banque centrale a un effet sur ça. Okay? Ça, c'est une quantité monétaire vraiment qui, on a appelé ça aussi l'offre de monnaie. Okay? Ça, c'est l'offre de monnaie sur le marché de la monnaie, donc en ce qui concerne la politique monétaire. OK. Mais il faut faire la différence entre cette offre de monnaie et l'offre de monnaie sur le marché des devises. Parce que sur le marché des devises, ce qui se passe, c'est que les gens font des spéculations. Euh, donc, les gens vendent de la monnaie simplement. Donc, c'est une vente et achat de monnaie qui n'a rien à voir avec la politique monétaire de la Banque centrale qui offre de la monnaie pour la consommation, donc des ménages, ou bien pour les prêts, donc des banques et tout. Mais ici, cette vente et achat de monnaie constitue à se faire des profits. Donc, les gens veulent détenir cette monnaie parce qu'ils savent que ça s'appréciera ou bien ça se dépréciera. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand le taux d'intérêt au Canada augmente, ce qui va se passer, c'est que des gens qui ne font pas de spéculation, okay, vont vouloir investir au Canada. Donc, ça, c'est des entrepreneurs qui vont vouloir investir ou bien des ménages qui veulent épargner au Canada. Et en voulant faire ça, eux, ils vont aller sur ce marché de la monnaie. Donc, ici, c'est le marché de la monnaie. Peut-être qu'ils ne le font pas directement, mais dès qu'ils demandent à leur banque de faire le virement, ou bien dès qu'ils veulent retirer leur argent donc de leur banque américaine pour mettre ça dans une banque canadienne, c'est sûr que la banque va, et dès qu'ils mettent l'argent dans un compte canadien, c'est qu'il y a une transaction qui se fait directement sur le marché de la monnaie. Okay? Donc, tout le monde veut maintenant, c'est comme, ils prennent les dollars US, ils veulent l'échanger contre des dollars américains sur le marché de la monnaie. Donc, tout le monde veut échanger les dollars américains contre les dollars canadiens. Donc, il y a une forte demande pour les dollars canadiens et une offre pour les dollars américains. Alors, de la même manière, quand on veut voir, c'est que quand le taux d'intérêt augmente au Canada, sur le marché de la monnaie, ceux qui font de la spéculation, eux aussi, ce qu'ils font, c'est que euh, ils veulent détenir plus le dollar canadien parce qu'ils savent que beaucoup de personnes vont vouloir en demander et ils offrent moins sur le marché vraiment de la monnaie. Okay? Mais l'effet le plus important, c'est vraiment la demande qui va vraiment augmenter et l'offre, on est sûr que l'offre ne va pas augmenter. Parce que si tout le monde veut détenir le dollar canadien et que la Banque centrale, okay, rien ne s'est passé, la Banque centrale n'a pas créé plus de monnaie, parce qu'effectivement, la Banque centrale peut aussi agir. La Banque centrale aussi peut agir sur ce marché. Elle peut agir sur ce marché en faisant quoi? En offrant. Okay. Il peut vouloir acheter donc des devises américaines. Par exemple, la Banque centrale peut anticiper ce mouvement. Qu'est-ce qu'elle en faisant quoi? Elle dit, OK, elle se présente comme sur le marché de la monnaie, comme un agent aussi. Et elle, tout ce qu'elle veut faire, elle veut acheter les dollars américains. Elle veut acheter des dollars américains en offrant les dollars canadiens, ce qui fait qu'elle offre aussi donc de la monnaie sur le marché de la monnaie. Mais si elle ne fait rien, c'est clair que l'offre aussi va diminuer. Parce que même ceux qui détenaient les dollars canadiens veulent aussi épargner. Donc, eux aussi, ils n'offrent pas sur le marché. Ils ne veulent pas échanger ça contre le dollar américain. Donc, ça fait que et la demande augmente et l'offre diminue parce que tout le monde trouve un intérêt
à détenir les dollars canadiens et à l'utiliser et à l'épargner en dollars canadiens. C'est bon? OK. Alors, on va revenir quand même dans l'exercice très bientôt. OK? Puis, vous allez encore poser des questions. Et l'autre point, c'est le régime de change. Donc, il y a deux types de régimes. Donc, il y a le régime fixe et le régime flexible. OK? Bon, en général, les pays développés ont un régime de change flexible. Donc, le taux de change est déterminé vraiment par l'offre et la demande sur le marché de la monnaie ou bien le marché de la devise. Alors que dans certains pays en développement, OK, dans les pays donc, de l'UEMOA, de l'Union économique, l'Union économique monétaire ouest-africaine ou bien l'Union économique de l'Afrique centrale ou bien certains pays, ils ont un régime de change fixe dans le sens que plutôt que de laisser leur monnaie volatiliser donc dans le temps, étant donné que leur économie n'est pas assez forte pour résister à certaines fluctuations, leur monnaie peut soit s'apprécier fortement ou bien soit se déprécier complètement, donc, et ils n'auront pas vraiment la maîtrise. Ils fixent simplement leur monnaie par rapport à une monnaie connue, par exemple l'euro, le dollar, et ils fixent leur monnaie par rapport vraiment à ces monnaies. Donc, ils peuvent dire, OK, 1 euro, ça fait 655 francs CFA. Eh bien, ils peuvent dire, bon, une monnaie, je ne sais pas quelle monnaie je connais encore. Donc, ils peuvent dire, notre monnaie, ça fait exactement 0,5 $. Donc, c'est comme ça. Et tous ceux qui veulent détenir leur monnaie vont l'acheter à ce prix. Donc, leur politique monétaire est déterminée par la politique monétaire donc, des États-Unis. Si les États-Unis, le dollar américain s'apprécie, ce qui va se passer, c'est que leur monnaie aussi va s'apprécier. Si l'euro s'apprécie, si vous avez fixé votre monnaie par rapport à l'euro, parce que c'est un régime fixe par rapport à l'euro, c'est que votre monnaie aussi va s'apprécier. Ce qui donne naissance vraiment au triangle de Mundell. C'est que vous l'avez vu donc dans les diapositives. Mundell donne un peu ce triangle. Il dit que si vous avez le régime de change, si vous décidez de votre régime de change, pour la politique monétaire et puis libre circulation des capitaux. Vous ne pouvez pas avoir la même mise sur les trois. Donc, soit vous avez la politique monétaire, vous arrivez à gérer votre politique monétaire, et vous avez un régime de change flexible, et vous avez aussi, bon, je m'explique, et vous avez aussi donc la libre circulation des capitaux, okay? Ou soit vous avez un régime de change fixe, vous ne pouvez pas avoir la politique monétaire, et vous avez la libre circulation des capitaux, soit vous avez la régime de change fixe, vous n'avez pas la libre circulation des capitaux et vous avez la politique monétaire. Donc, il n'y a que deux possibilités que vous pouvez avoir donc, dans ces trois. Mais au Canada, par exemple, on a donc la politique monétaire et la libre circulation des capitaux. Ceci, on n'a pas. On a un régime de change flexible. Okay. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous avant donc de passer aux exercices. L'exercice, ce ne sera pas long. Mais d'abord, quand vous avez lu, est-ce que vous avez des questions pour moi, des choses que vous voulez mieux cerner? Oui, moi j'avais une question par rapport aux diapositives, parce qu'il y avait une partie qui mélangeait. À la diapositive 48, c'est par rapport au taux de change réel. Ça disait que si le P augmente, donc le prix en monnaie domestique, donc si le prix en monnaie domestique il augmente moins rapidement que le prix dans l'autre monnaie, il va avoir une dépréciation réelle. Mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que après, dans une autre diapositive, ça parlait que si le taux d'inflation il est plus bas que le taux d'inflation dans l'autre pays, il va avoir une appréciation à long terme. Okay. Donc, prenons par exemple cette formule. Donc, E, ça fait E, donc le taux de change, revenons pour tout le monde. Donc, P étoile, c'est le prix donc, dans l'autre pays ou bien chez nous.
dans l'autre pays. OK. Je vois un peu ce qui te dérange. Parfait. Alors, ce qui se passe, je pense que... Celui qui a fait le diapo, il a dû mélanger ce E. Est-ce qu'il a précisé? Normalement, il a mis deux types de cotations différentes ici. Donc, il y a la cotation au certain et la cotation à l'incertain qui apparaissent vraiment donc d'une diapositive à l'autre, alors qu'il n'a pas précisé. Mais je vais l'expliquer tantôt. Mais je vais juste vérifier si c'est là et que... Bon, c'est pas précisé. OK. OK, c'est pas précisé. Alors, donc, je vous explique d'abord ici, et puis on va retourner sur l'autre diapo. OK. Alors, ce qui se passe, c'est que le P étoile, c'est le prix donc aux États-Unis et P, c'est le prix au Canada. Alors, donc, vu que celui-ci est en US et que celui-ci est en CAD, il faut que les deux soient dans la même unité pour pouvoir faire une comparaison donc de EP, donc E fois P, et vous allez comparer par rapport à P étoile pour voir où est-ce que le produit coûte plus cher. Donc, je prends juste un double Big Mac, vraiment donc à New York, et un double Big Mac vraiment à Sherbrooke ou bien à Montréal. Donc, à New York, ça va coûter, si j'ai bonne mémoire, $5 ou bien, ouais, $5 US. Et puis, à Montréal, ça va coûter $6 canadiens. Donc là, vous ne pouvez pas comparer juste $6 canadiens avec $5 US pour voir là où c'est plus cher. Donc, vous allez prendre le taux de change. Donc, ce taux de change doit vous permettre donc de retourner dans la même unité. C'est-à-dire que si vous multipliez le $6 par ce taux de change doit être de sorte que ils doivent donner le prix, ça doit être la cotation vraiment au cercle. Pour le multiplier, c'est la cotation vraiment au certain, à l'incertain. C'est-à-dire que ce taux d'échange doit être quoi? $1 US vaut combien de dollars canadiens? Donc, c'est cotation en l'incertain. Je vais mettre I. Donc, $1 US vaut combien de dollars canadiens? Donc, ce taux d'échange qui est utilisé ici, c'est vraiment ce qu'il faut considérer. Parce qu'il faut que ce prix, E fois P, vous donne quelque chose en dollars US pour pouvoir faire la comparaison. Puisque l'autre, c'est en dollars US et il faut que E fois P vous donne quelque chose en dollars US. Donc, ce qui fait que c'est vraiment la cotation à l'incertain. Donc, supposez que le prix ici coûte $6 canadiens et que ça coûte $5 US. Donc, ce E, supposez que $1 $1 US, ça fait combien de CAD? Non, je pense que c'est plutôt la cotation au certain. Hein. Puisque si vous prenez $1 US, donc le but c'est dérivé a dit que $6 canadiens, ça fait combien de dollars US? OK? C'est qu'on veut convertir dans le fond le prix donc du McDo en canadien, OK, en dollars US. C'est le but qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut le multiplier par le taux d'échange. Mais quelle cotation il faut utiliser? Donc, $6 canadiens, ça fait combien de dollars US? Donc, ça fait normalement, il faut alors, on sait que $1 canadien, ça fait tel US. Alors, donc, ça fait, donc, c'est plutôt cotation au certain. Excusez-moi, c'est plutôt cotation au certain. OK? J'espère que je vous mélange pas. Donc, ici, c'est plutôt cotation au certain. Parce qu'il faut que vous arriviez à trouver le produit vraiment donc dans
dans la même monnaie, donc E au certain. OK. C'est-à-dire que les 6 dollars canadiens doivent donner quelque chose en US. Donc, il faut que le E ici, l'unité de mesure donc de E ici, soit en US. Donc, 1 dollar canadien, ça fait 0, je sais pas, 0,8 US. Donc, vous multipliez 0,8 fois 6 et puis vous allez trouver vraiment donc le prix en dollars US. Et là, vous pouvez faire la comparaison. OK? Donc, juste pour vous dire que ce E, c'est cotation au certain. Okay. Donc, c'est la monnaie canadienne en termes donc de la monnaie américaine. Okay. Et par exemple, dans l'examen, est-ce que vous allez le définir, le taux de change, par exemple, si comment 1 dollar vaut en US ou ces choses-là pour faire les calculs? Ça sera clair. Parfait. En général, oui, c'est cotation au certain qu'on va utiliser. Maintenant, je vais expliquer, je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça donc sur l'autre diapositive. C'est sûrement ça qui a posé problème. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est d'abord différent? Regardez ça. Le E, ouais, c'était la diapositive 47, non? Non. 48 et 51. OK, 48. Donc, ils disent à court terme, les prix bougent peu, OK? Donc, P et P étoiles sont rigides à court terme, OK? Des fluctuations de E se répercutent intégralement dans E, parce que E est donné par petit E fois P sur P étoile. Ça. Voilà. E fois petit P, E fois P sur P étoile, d'accord? Donc, si E ne bouge pas, le taux de change, si les prix ne bougent pas vraiment dans le court terme, c'est petit E, donc le taux de change qui va affecter le grand E. Ça, c'est clair. Alors, c'est pour cette raison que nous ne parlons que du taux de change nominal petit E dans les analyses de court terme et moyen terme. Okay? Donc, quand on veut parler donc, dans le court terme et moyen terme, on utilise juste le petit E. Alors, donc c'est la phrase en gras qui te dérange? Non, c'est à toute chose étant égale. OK. Toute chose étant égale, si P augmente moins rapidement que P étoile, moins d'inflation ici que dans le pays étranger, il y aura une baisse tendancielle de EP sur P étoile à long terme. C'est-à-dire que grand P est plus petit que P étoile. OK? C'est vrai. Et là, il y aura le grand E. Grand E serait comment? Grand E serait faible. N'est-ce pas? Ça, c'est... Parce que grand E, ça fait P sur P étoile. Donc, si P est plus petit que P étoile, bon, ça va être moins élevé. Okay? Mais lorsque P augmente plus rapidement que P étoile, donc ceci va vraiment, si celui qui est en haut, le numérateur augmente plus que le dénominateur, donc le E va être plus fort. Alors, ça contredit ici. Donc, prenons ici. Si P augmente que celui-ci, c'est là que ça pose problème. Hein? Si P augmente que celui-ci, on aura, ceci va être positif, donc le taux de croissance va être oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi le problème dans le fond? C'est cette partie-là en comparaison à la page 51, que quand ils disent que le taux d'inflation est plus bas dans l'économie domestique que dans l'autre, c'est une appréciation. Mais dans l'autre, c'est... Page 51, c'est ça là? Si l'économie domestique a un taux d'inflation plus bas que l'autre économie. OK. Ouais. OK.
Donc, c'est ça en comparaison à l'autre diapositive. Ça. OK. Donc, G de E devra être plus faible. C'est ça? Ce que tu veux dire? Ça ne devrait pas être une appréciation, c'est ça? Oui, parce que dans l'autre, si je comprends bien, c'est une dépréciation, mais ici, on parle d'appréciation, je ne sais pas. Je comprends une autre préoccupation. Non, c'est... OK. OK. Bon. OK. Donc, je vais réexpliquer totalement cette partie. Oui, je vois. Ça n'est pas très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a deux types de taux de change. Il y a donc le taux de change petit e. Donc, on l'utilise vraiment pour le court terme et le moyen terme. Et puis, le grand E, vraiment, c'est le taux de change, bon, on peut dire réel en long terme. OK. Alors, la formule qu'on a trouvée, c'est que E, ça va vous donner vraiment EP sur P étoile. Donc, une sorte de comparaison vraiment de manière réelle. OK, donc on va prendre donc le taux de change nominal multiplié par le prix donc, dans le pays, divisé par le par le prix donc, dans le pays, dans l'autre pays. Je ne me souviens pas dans quel chapitre on avait vu la parité du pouvoir d'achat. Peut-être ça dans le chapitre 2 ou le chapitre 3, où on comparait vraiment la parité du pouvoir d'achat, vraiment donc le revenu dans un pays et le revenu dans un autre pays. Donc l'autre pays, donc c'est en dollars US et ce pays, notre pays, c'est en dollars canadiens. Et on veut comparer vraiment ces deux revenus. On utilise aussi donc le fait que la quantité de biens qu'ils peuvent acheter. Donc premièrement, il faut convertir d'abord donc dans la même monnaie. Et ensuite voir, OK, quelle quantité de biens ils peuvent acheter. Alors, c'est la même chose qu'on fait ici. Si on suppose qu'il y a parité du pouvoir d'achat, parce que là où la confusion venait, c'est qu'on est dans un cadre spécifique. Dans un cadre spécifique où on suppose qu'il y a vraiment parité du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que E égale à 1. Donc, on va si, donc c'est vraiment une condition. Si E égale à 1, c'est-à-dire si on est vraiment dans un cadre où le bien coûte exactement le même prix donc à Montréal qu'à New York, c'est-à-dire que si vous prenez donc le bien, c'est-à-dire que McDo facture ses biens de manière équitable, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Canada, si vous voyagez, vous allez toujours dépenser le même montant. Donc, ça veut dire que E serait toujours égal à 1 à long terme qu'à court terme. Donc, parce qu'il y a une certaine équité. Attends, je vais projeter encore donc, la diapositive là. Vous allez voir, il a commencé à 10 ans. Voilà. Donc là, voilà le titre. La parité du pouvoir d'achat absolu. Donc, E égale à 1. Donc, on suppose que voilà, il y a la loi du prix unique. Donc, le prix du bien est le même partout lorsqu'exprimé dans la même devise. Autrement dit, E égale à 1. Donc, ce qui donne effectivement que on va voir que ici, si E égale à 1, donc finalement, le taux de change E va être donné par, d'après cette formule, le taux de change sera juste le prix P étoile divisé par P. Donc, si vous divisez les prix, vous allez trouver vraiment le taux de change. Donc, c'est comme les entreprises font tout de sorte que le prix au Canada et le prix aux États-Unis soient juste un rapport vraiment, et le taux de change soit juste le rapport des prix. Donc, quand vous voulez acheter donc, votre McDo aux États-Unis,
et vous l'achetez aussi au Canada, vous allez dépenser le même dollar canadien. Si vous achetez au Canada, vous achetez 6 dollars. Si vous achetez aux États-Unis, vous allez dépasser 6 dollars canadiens ou bien 5 dollars US. Donc, ça va être exactement le même prix. Donc, quand c'est comme ça, c'est que maintenant, si P étoile, si le prix dans le pays étranger augmente plus que le prix dans le pays domestique, c'est que le taux de change va s'apprécier. Et ce taux de change dont il parle là, c'est différent effectivement, parce que c'est tout à fait normal ta question. Et où est-ce que la question se trouve? Voilà, c'est ici. 51. 51, voilà. Donc ici, c'est juste que il y aura une appréciation. Et cette appréciation dont il s'agit ici, ce n'est pas le E. Donc il y aura une appréciation nominale. Donc c'est le E, le petit E. Donc ce qui fait que effectivement, c'est là. Alors que, donc si vous prenez G de E, ça fait GP étoile moins GP, donc ça fait pi étoile moins pi. Donc si ceci est plus élevé que pi, ben, G de E il va avoir une appréciation nominale parce qu'on a supposé que celui-ci est constant. Donc il n'y aura pas d'appréciation réelle. Donc pour le réel, il n'y aura pas vraiment de changement. Et effectivement, donc là, ici, là où tu as des problèmes, c'était vraiment le réel là. 48. 48, voilà, merci beaucoup de m'aider. Donc ici, toutes choses égales par ailleurs, si P augmente moins rapidement que P étoile, moins d'inflation, il y aura une tendancielle de E, P sur P étoile en long terme. Donc c'est vraiment le réel, ce n'est pas le petit E. Donc ici, ce n'est pas vraiment le petit E. Donc voilà, donc la parenthèse, c'est ça, dépréciation réelle. Donc c'est juste quelques subtilités. Je n'avais pas très bien. Donc, c'est la dépréciation réelle ici. Alors que de l'autre côté, c'est le nominal. Et c'est dans un cadre spécifique. Donc, encore une fois, on est dans un contexte précis où on suppose que la dépréciation réelle est constante. Donc, le E est constant, égal à 1. Donc, il y a le prix unique donc, dans tous les pays. Donc, c'est le taux de change petit e qui va déterminer vraiment les différences au niveau donc, des prix dans ces pays-là. Enfin, les prix sont uniques si on les convertit donc à la même unité. Et donc, les différences qu'on observe vraiment sur les affiches, donc sur Internet, ne sont dues simplement qu'au taux de change. C'est comme Amazon, par exemple, je pense. Hein, je sais que si vous ouvrez Amazon.ca, les prix sont affichés en dollars canadiens. Mais si vous ouvrez Amazon.com, les prix sont affichés en dollars US. Mais c'est le même bien. Si c'est le même bien, vous allez voir qu'il suffit juste de convertir et vous allez voir que ça va donner exactement la même chose. Donc, c'est juste le taux de change que vous appliquez pour voir la différence qui se trouve vraiment au niveau donc, des prix affichés sur Amazon. Voilà, c'est juste l'idée qu'on veut juste traduire à ce niveau. OK. Si c'est bon, on va passer aux exercices. Oui, c'est bon, merci. Bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi dans ce sens? Alors, bon, si on a déjà fait ça, vous allez voir que cet exercice est très simple aussi. Donc, à partir des taux de change indiqués dans le tableau ci-dessous, pour les premiers jours de cotation en 2007 et en 2008, dites si le dollar américain s'est apprécié ou déprécié au cours de l'année. Donc, attention, si le dollar américain. Donc, la question concerne vraiment le dollar américain. Donc, on va savoir si ça s'est apprécié ou ça s'est déprécié. Donc, en janvier 2007, 1,97 $ US peut acheter un livre sterling. Et en 2008, 1,98 US pour acheter un livre sterling. Donc, en d'autres termes, c'est qu'un livre sterling égale à 1,97 US et un livre sterling égale à 1,98 US. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça a augmenté là. Donc, c'est le livre sterling coûte plus cher maintenant.
Donc, si le livre sterling coûte plus cher, donc c'est US nous coûte plus cher, en fait. Donc, déprécié. Je vais vous laisser faire le deuxième. Ah oui, le solutionnaire est visible. Oh là là. Voilà. Alors, je vais vous laisser... on va raisonner ensemble pour le deuxième. Alors, on nous dit que 32,38 $ taïwanais pour acheter 1 $ US et 32,43 $ taïwanais pour acheter 1 $ US. Donc là, ça... Donc, on voit que le montant a diminué. Donc, 1 US égale 32,38 Taïwan. 1 US égale à 32,43 Taïwan. Ah non, ça a augmenté, pardon. Le montant a augmenté. Donc, qui est-ce a pris de la valeur? Le dollar taïwanais. Oui, pourquoi? Ce serait pourquoi? Pour acheter un dollar taïwanais, il faut un petit peu moins d'argent US. Non, c'est pas ça. Il faut relayer encore. Parce que là, c'est pour acheter vraiment 1 $ US. Là, c'est 32,38 $ taïwanais qui achètent 1 $ US. Fait que c'est le US qui apprécie à ce moment-là. Exactement. Parce que ça prend plus d'argent taïwanais pour acheter 1 $ US. Exact. Donc, c'est ça. Donc, l'US a pris de la valeur. Ça coûte plus cher. L'US. OK. Enfin. Alors, le troisième, c'est qu'on prend 118 yens pour acheter un US. Après, maintenant, 109 yens pour acheter un US. Donc, le même bien. Maintenant, le yen, on va dépenser moins pour l'acheter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut se jeter à l'eau pour faire une petite erreur? Bon, que celui qui doute essaye. Mais celui qui se connaît la réponse, bon, qui laisse les autres essayer, voilà. Quoi? Une appréciation, une dépréciation donc de yen ou bien de US. Vous pouvez faire l'analyse donc des deux côtés. Hein. C'est vrai que les 6 posent la question sur le dollar américain, mais on peut essayer de regarder les deux côtés. Une dépréciation du US ou une appréciation du yen? Ouais. Ouais, parce que on voit que avant le yen, je pense que c'est la moyenne chinoise. Donc, on prenait 118 pour pouvoir l'échanger contre un dollar américain. Et maintenant, je prends 109 pour pouvoir l'échanger contre un dollar américain. C'est qu'il y a une appréciation du yen et une dépréciation donc du dollar américain. OK. US déprécié. Alors, donc, après, c'est 1,21 francs suisses pour acheter 1 $ US et 1,21 francs suisses pour acheter 1 $ US. Il est stable. Ouais, il y a une stabilité. OK. C'est parfait. Donc, en tout cas, essayez de faire ces genres de raisonnement avec les monnaies que vous connaissez. Essayez de regarder un peu. Parce que ce qui dérange parfois, c'est qu'on soit à la cotation au certain ou cotation à l'incertain. Parce qu'ici, vous voyez, le premier cas, c'est cotation à l'incertain. Parce qu'on a exprimé un livre sterling en fonction donc des dollars US. Donc, pour un Américain, quand il regarde ça, 1,97 $ US et 1,98 $ US, ça a augmenté. Donc, le taux de change a augmenté. Mais, ça ne veut pas dire que le dollar américain s'est apprécié. Le dollar américain s'est déprécié. Quoique le taux de change a augmenté parce que c'est cotation à l'incertain.
Alors Donc, c'est à l'incertain, c'est toujours à partir du dollar américain. Oui, au certain, supposez que, bon, enfin, ça dépend de là où vous êtes. Okay? Si vous êtes aux États-Unis, cotation à l'incertain, Pas de l'extérieur. Oui, c'est comme, voilà, c'est comme de l'extérieur qui s'exprime en fonction donc, de l'intérieur. Donc, Okay. un livre sterling, un euro, un canadien, ça fait combien de dollars US? C'est comme ça que ça, on réfléchit. Donc, ici, on a fait un livre sterling égale 1,98 US. Un livre sterling égale 1,97 US. Donc, ça, cette cotation, on voit qu'il y a une augmentation et ça veut dire que le dollar américain s'est déprécié. Ça ne veut pas dire que ça s'est apprécié. Alors qu'ici, prenons juste ici, c'est cotation au certain. Donc, si on est aux États-Unis, c'est cotation au certain parce que là, ce n'est pas un yen en fonction de dollar US, mais c'est un US en fonction donc de dollar, de yen. Donc, un US, ça vaut combien de yens? Et on voit que ça a diminué. Et ça ne veut pas dire que le dollar américain, ça a déprécié, mais ça s'est apprécié par contre. Donc, tout est on va le voir, en fait, faire attention, en fait, à la question. La question va déterminer, en fait, de quel point de vue on le voit, si on le voit du point de vue canadien, puis au certain, c'est américain à l'extérieur, et ainsi de suite. Exactement, c'est ça. C'est effectivement ça. Okay. C'est pour ça que j'avais souligné vraiment le dollar américain. Donc, on se repositionnait ici, on est vraiment aux États-Unis, quoi. OK. Alors, la question de... Bon, là, on va essayer de répondre un peu donc, à la question précédente. Donc, quel est l'effet d'une politique monétaire expansionniste au Canada? Donc là, la Banque centrale décide donc de mener une politique expansionniste. Donc, ici, c'est différent vraiment sur le fait qu'elle veut aller faire donc de open market, donc pour aller sur le marché des devises et essayer donc de rapatrier ses propres monnaies ou bien de mettre ses propres monnaies sur le marché. Ce n'est pas cette politique ici. Donc, il y a cette politique qui se fait aussi, mais pas beaucoup au Canada. Donc, je pense que dans les diapositives, vous avez dit que le Canada n'utilise pas beaucoup cette politique-là de rachat et d'achat donc de devises. Non, laisse vraiment le secteur privé s'en charger. Donc, le secteur privé vraiment fait ce genre d'activité. Donc, mais la Banque centrale fait toujours ses politiques donc, de monétaires expansionnistes. Donc, on avait vu les politiques monétaires expansionnistes qui consistent vraiment à éjecter de la monnaie dans son économie et non sur le marché des devises. Donc, en faisant ça, le taux d'intérêt va baisser. Et donc, si le taux d'intérêt baisse, pour les internationaux, c'est pas intéressant de venir épargner au Canada. OK. Parce que je réfléchissais juste à quelqu'un qui pourrait me demander pourquoi pas l'investissement. Okay? Parce que pourquoi est-ce qu'on fait l'analyse donc, au niveau donc, de l'épargne et non l'investissement? Vous savez que vous n'allez pas vouloir investir au Canada parce que le taux d'intérêt au Canada est faible. On investit quand on veut. Comment je vais dire? À long terme, j'imagine. Pardon? Qu'on veut bâtir à long terme. Donc, ça va être plus des personnes locales ou originales du Canada qui vont investir et non des personnes de l'étranger. Exactement, c'est ça. Donc, si pour l'investissement, c'est les personnes qui sont vraiment locales parce que le taux d'intérêt est faible, donc eux, ils vont vouloir emprunter donc, de l'argent canadien. Donc, ce n'est pas un changement de devise. Il n'y a pas de changement de devise parce que c'est localement que je m'en vais vraiment à ma banque pour consentir un prêt. Ce n'est pas que j'ai une monnaie que je veux aller échanger. Okay? C'est pour ça qu'on ne prend pas le côté vraiment investissement localement. Quelqu'un qui est aux États-Unis, ben, si le taux d'intérêt est faible au Canada, ben, il va vouloir investir comment en fait? Parce que pour investir, il faut emprunter. Pour emprunter, il va vouloir emprunter au Canada. Pour investir au Canada, bon, ça sera toujours donc de la monnaie canadienne qu'elle va emprunter, que cet investisseur va emprunter. Il n'y aura pas d'échange de monnaie. Alors que pour quelqu'un, un ménage qui est aux États-Unis,
si le taux d'intérêt aux États-Unis est très faible et que lui, il détient des actifs au Canada, ce qui va se passer, c'est que ces actifs ne vont plus rien rapporter, comme actuellement, où le taux d'épargne, c'est 0,304, je sais pas, 0,4%, mais il va vouloir aller mettre ça dans un compte vraiment en Afrique où le taux d'intérêt est plus de 5%. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un rapatriement donc, de tous les fonds. Donc, ce qui va se passer, vu que les gens ont épargné en dollars canadiens, ils vont vouloir s'en débarrasser, ils vont vouloir retirer leur argent et ils vont l'échanger contre l'euro pour pouvoir épargner dans ces pays où l'euro est la monnaie qui est utilisée. Donc, il va y avoir beaucoup d'offres. C'est-à-dire tout le monde veut échanger le dollar canadien contre une autre monnaie. Donc, tout le monde veut se débarrasser vraiment donc, de la monnaie canadienne. Et donc, ce qui va se passer par la même occasion, c'est que le taux de change de la monnaie canadienne va aussi baisser. Donc, le taux de change au certain. Okay? Donc, la monnaie canadienne va se déprécier et par la même occasion. Okay? Sans que la Banque centrale n'aille directement sur le marché des devises, elle a influencé aussi le marché des devises. Je ne sais pas si c'est la logique est claire pour tout le monde, si tout le monde peut conduire cette même logique. Ouais, pour contrebalancer ça, le gouvernement canadien pourrait racheter sa devise. C'est ça. Donc, effectivement, elle pouvait aussi racheter pour équilibrer vraiment les choses. Donc, en menant une politique monétaire interne, elle peut aussi essayer, donc, sur le marché des devises, acheter des dollars pour les mêmes individus qui veulent s'en débarrasser. Pour garder le taux de change élevé ou le stabiliser. Exactement. Donc, il achète sur le marché pour garder encore dans l'économie. D'accord. OK. Vous éclairez, par contre, je ne sais pas si vous avez touché à ça plus tôt, là, sur je sais que de racheter sa devise, il vient qu'il y a une limite à ça. Parce que maintenant, c'est quoi, il y a trop d'actifs ou il n'y a pas assez d'actifs? Je peux vous expliquer pourquoi? Non, repose encore la question. Ben, c'est-à-dire, Julien, dans ses diapos, il a dit qu'à un moment donné, le fait de racheter tout le temps sa devise, à un moment donné, il va y avoir une limite, on va atteindre un certain plateau où est-ce que ce sera plus effectif. Est-ce que c'est le cas ou je me trompe? Oui, c'est sûr, certain qu'on ne peut pas trop racheter parce qu'à force de racheter, ça va se faire trop rare donc, sur le marché et donc ça va commencer donc, à monter. Et quand ça commence à monter aussi, donc la devise, donc il y a les effets négatifs, les effets positifs donc, d'une appréciation de notre monnaie. Et quand la devise augmente, donc il y a d'abord nos biens qui vont coûter cher donc, à l'international parce que les biens sont produits et sont vendus en dollars canadiens. Donc, si d'un jour à l'autre, la valeur du dollar canadien double, donc un bien qui coûte 4 dollars, mais va coûter toujours 4 dollars. Mais quelqu'un qui l'achète en euros, mais va voir la valeur comme 8 dollars parce que ça a explosé. Donc, il faut faire attention aussi parce que ça peut agir aussi donc, sur les biens qui sont vendus. Maintenant, sur les actifs, là, le fait donc d'acheter notre devise, de faire les liens avec donc, les actifs, je sais que quand on vend, quand vous vendez, c'est que les actifs vont coûter moins cher. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si vous mettez donc votre dollar sur le marché de la devise, c'est que votre devise ne va plus vraiment coûter, n'aura plus vraiment de la valeur, donc ça va avoir de la dépréciation. Et donc, les actifs canadiens vont avoir moins donc de rendement, en tout cas moins de valeur. Parce qu'à quoi ça vous sert de détenir des actifs canadiens dont les rendements sont en canadien, en dollars canadiens, et qui ne coûtent pas grand-chose pour vous, donc dans votre pays d'origine. Donc, les actifs canadiens vont être moins détenus aussi. Et les actifs canadiens vont être beaucoup plus détenus si le dollar canadien prend aussi donc de la valeur. Et c'est toute l'idée qui est derrière vraiment donc la spéculation. Donc, quand vous voyez le cours de dollar, donc vous voyez tous les ménages, en tout cas ceux qui font de la spéculation, et ils veulent acheter, ils font des analyses
Par exemple, quand Joe Biden annonce un plan de relance économique avec des milliards de dollars américains, c'est que vous allez anticiper tout de suite qu'il va y avoir un taux d'intérêt bas aussi aux États-Unis. Donc, vous pouvez anticiper que non, le taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt aux États-Unis va être bas, que les actifs américains vont avoir moins de valeur. Et donc, vous pouvez commencer déjà à vendre vos actifs américains parce que vous voulez pas attendre que ça baisse avant de pouvoir les vendre. Donc, vous les vendez maintenant. Du coup, ça entraîne un effet d'anticipation et vu que certains aussi disent que, ah non, comme d'autres vont anticiper et vendre, moi, je vais attendre parce que après, tout le monde va vouloir vendre et puis ça va pas pouvoir se vendre. Donc, ça va reprendre encore parce que souvent quand il y a une baisse, après il y a une montée. Donc, ce mécanisme d'incertitude et d'anticipation fait qu'il y a un risque lié vraiment à détenir des actifs. C'est fait que les prix ne sont pas tellement anticipés correctement. Donc, c'est ça qui gouverne vraiment donc, le marché vraiment, donc, de la spéculation. Donc, on peut voir le coût du pétrole, ça augmente. Après, bon, ça diminue. Il y a une augmentation, une diminution. Et il y a des gens qui font des profits, il y a d'autres qui font des pertes, juste sur l'évolution vraiment donc, du prix. Okay? Mais bon, ces questions ne seront pas abordées ici. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment la politique monétaire va pouvoir avoir un effet sur le comportement des ménages internationaux qui détiennent donc les actifs canadiens qui veulent épargner au Canada ou non. OK? C'est bon? OK. Alors, la dernière question, c'est... Non, la deuxième d'abord. Expliquez graphiquement quel est l'effet d'une politique monétaire expansionniste sur le taux d'échange. Alors, bon, je pense qu'il y a une graphique. Je vais vous montrer ça directement. Alors, donc, il y a l'offre et puis la demande. Le taux de change est donné là. Donc, avec une politique monétaire expansionniste, c'est que le taux d'intérêt va baisser et donc la demande pour la monnaie canadienne va baisser et l'offre va vraiment augmenter. Tout le monde veut vendre les monnaies, les dollars canadiens. Tout le monde veut s'en débarrasser. Donc, ça fait que l'offre va augmenter. Donc, l'offre va se déplacer vers la droite et la demande va baisser. Donc, elle va se déplacer vraiment vers le bas ou bien vers la gauche. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que l'équilibre va se stabiliser ici. Et un taux d'échange plus faible. OK? Bon, quelqu'un d'autre peut ne pas faire l'analyse au niveau donc de la demande, mais juste au niveau de l'offre, parce que le taux d'intérêt est faible. Tout le monde veut vendre les dollars canadiens. Tout le monde veut vendre les dollars canadiens. Donc, l'offre va augmenter. Donc, même si vous ne tracez pas ça, que vous tracez ça, ça, et puis l'offre augmente, vous voyez que le taux d'échange va baisser aussi. Okay, ça va baisser. L'équilibre sera là. Alors, le petit C, c'est quoi? C'est les effets de la politique monétaire seraient-ils différents en régime de change fixe? Qu'est-ce que vous pensez? En régime de change fixe, est-ce que la politique monétaire aura un effet vraiment sur l'offre des dollars canadiens ou la demande des dollars canadiens? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Allez-y, hein, jetez-vous à l'eau, c'est permis de faire des erreurs. Là, on apprend, on va tirer une leçon. Parce que souvent, quand je laisse comme ça, c'est parce que je ne sais pas vraiment ce que je peux expliquer. Donc, à partir donc d'une erreur, là, je vais savoir, OK, quelle nuance il faut apporter. Donc, oui. Ce qui serait différent. Mais en fait, moi, je pense que si le taux de change est fixe, plus il y a la libre circulation de capitaux, ben, en fait, la politique monétaire, elle ne sera pas présente, là, selon le triangle qu'on avait vu tantôt. Oui, effectivement, bon.
Euh, ouais, c'est vrai. Bon, là, tu nous as pris en piège. Bah, pour dire que bon, l'exercice même, ça veut dire que la question n'a pas lieu d'être posée. OK, ben, supposons que ceci, supposons qu'on n'a pas de libre circulation des capitaux. Mais ce serait bizarre aussi, parce que les internationaux vont épargner. Bon. Ben, supposons qu'il y a libre circulation des capitaux, okay, et qu'il y a politique monétaire. Donc, on ne peut pas avoir un régime de change flexible. Donc, on a juste un régime de change fixe. Okay. Quel effet ça aura? Ben, vu que ceci ne peut pas bouger, ne peut pas changer, le taux de change ne peut pas changer, donc il reste toujours constant. Donc, même si il y a plus de monnaie dans l'économie, ça ne va rien changer sur le comportement donc, des agents, parce que ça va juste se résorber vraiment par les capitaux qui vont sortir ou bien rentrer, mais il ne va pas avoir un changement sur le taux de change, parce que le taux de change est déjà figé. C'est comme euro versus le franc CFA. Et donc, peu importe ce qui se passe, 1 euro égale à 655 francs CFA. Peu importe. Donc, les répercussions vont se faire ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, en régime de change fixe, il n'y a pas de mouvement du taux de change. C'est très simple dans la réponse. Alors, l'exercice 3, supposez que le Canada et l'Union européenne soient les deux seuls pays commerçants dans le monde. Comment évoluera la valeur du dollar canadien dans les cas suivants? Toutes choses égales par ailleurs. Donc, premier cas, on suppose que l'Union européenne lève une partie de ses restrictions aux importations. Autrement dit, il y avait beaucoup de restrictions aux importations avant. Donc, les Européens n'arrivaient pas à importer beaucoup de produits canadiens. Donc, maintenant, les politiques leur permettent de pouvoir importer les produits canadiens. Donc, ce qui va se passer, c'est que en voulant acheter les produits canadiens, ils vont acheter en dollars canadiens. Donc, ils vont échanger donc, de l'euro contre le dollar canadien. Donc, il y a une forte demande pour le dollar canadien. Donc, ce qui va se passer, c'est que le taux de change du dollar canadien va augmenter. Donc, le dollar canadien va s'apprécier parce que beaucoup veulent cette monnaie. Beaucoup veulent détenir cette monnaie afin d'acheter les biens canadiens. OK? C'est clair pour tout le monde? C'est clair, on y va. J'avais une question. On disait que la demande, en fait, va augmenter parce que les Européens vont pouvoir acheter, ça veut dire importer. Oui. Au niveau de l'offre, qu'est-ce qui va arriver dans la mécanique? Dans le fond, Ça veut dire qu'elle ne changera pas parce que la Banque du Canada ne fera rien? c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on suppose toutes choses égales par ailleurs, c'est qu'on ne va pas vraiment faire des analyses sur ce que les autres vont faire. OK, donc on prend, comme vous dites, tout est égal ailleurs, partout. Donc, si on ne dit pas que la Banque centrale a fait des mouvements, dont on prend pour acquis qu'il n'y a pas d'injection de monnaie ou de rachat, donc l'offre reste instable et puis c'est juste la demande qui fluctue. Exactement. Exact. Donc, c'est la demande vraiment de la monnaie seulement qui va juste bouger. Et la deuxième question, les taux d'intérêt au Canada augmentent énormément. OK. Si le taux d'intérêt au Canada augmente énormément, c'est que tout le monde veut épargner au Canada. Mais on veut épargner au Canada, pas en euros, mais en dollars canadiens. Donc, si vous détenez des richesses en euros, vous voulez les changer vraiment contre les dollars canadiens et les déposer vraiment dans des banques canadiennes, des jardins, Banque nationale du Canada, et tout le reste.
OK? Donc, je pense que ça va s'apprécier aussi. Tout le monde veut détenir le dollar canadien. Mais, oui, c'est cette partie qui fait la confusion chez Daniel. Ouais. Moi, je le supprime hein, quand je te rends la tâche facile. Hein. Donc, c'est ce qu'on avait dit au début. Donc, pas de changement de la Banque centrale. Donc, si on achète beaucoup d'argent canadien, ça va se raréfier sur le marché. Donc, l'offre va baisser. OK. D'accord, c'est parfait. Alors, l'exercice 4. Quels sont les avantages associés à l'adoption d'une monnaie commune? Bon, ça, ça ne fait pas partie du cours, mais c'est pour votre culture générale. Quand on a une monnaie commune, c'est que vraiment, vous voyez ce qui se passe. Il y a une véritable libre circulation vraiment des capitaux. Donc, prenons juste le Canada. Il y a une monnaie commune entre les différents États. Okay. Et donc, vous pouvez quitter le Québec, vous allez à Ontario, vous vivez votre vie comme de rien. Donc, il y a une forte intégration aussi. Et ça facilite aussi le commerce. Il n'y a pas d'incertitude liée vraiment au taux de change qui peut faire fluctuer les prix des produits. Vraiment, l'Ontario commerce avec le Québec très facilement. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, vous pouvez lire l'article, mais bon, il y en a quelques-unes qui sont citées ici. Donc, il y a un choix accru et des prix stables. Donc, vous voyez, pour les consommateurs et les citoyens, il y a plus de sécurité et d'opportunités pour les entreprises et les marchés. Et un renforcement de la stabilité et de la croissance économique, des marchés financiers mieux intégrés, donc l'intégration, et une présence plus forte de l'Union européenne dans l'économie mondiale. Donc, quand vous avez la même monnaie, vous menez les mêmes politiques, vous suivez la même direction, et vu que vous devenez beaucoup plus compétitif parce que un produit français, un produit allemand, un produit britannique, un produit suisse, tous vont être vendus vraiment en dollars, en euros. Donc, quand quelqu'un veut acheter un produit français, c'est 1 euro. Quelqu'un veut acheter un produit allemand, c'est 1 euro. Donc, la demande déjà, par rapport donc, à la monnaie donc, européenne, déjà, quoi. Donc, il y aura une forte appréciation donc, de cette monnaie. Et la monnaie aura un peu donc, de la valeur. Et pour vous qui êtes à l'intérieur, vous pouvez commercer entre vous plus facilement parce que le taux d'échange entre vous, c'est 1, okay, parce que c'est la même monnaie. Quoique c'est des pays différents. OK. Alors, la deuxième question, c'est à quelle politique ont renoncé les pays européens qui ont choisi d'adopter l'euro comme monnaie commune? Indiquez quelle théorie sur quelle théorie vous appuyez. Donc, c'est la théorie de l'incompatibilité de Mundell. Donc, montre qu'en adoptant une monnaie commune et en conservant la liberté et le flux des capitaux, comme dans la zone euro, les États perdent l'autonomie donc, de la politique monétaire. Donc, ce n'est pas un pays qui décide vraiment donc, de faire sa politique monétaire, c'est toute l'Union qui fait la politique monétaire. Okay? C'est l'Union européenne qui fait la politique monétaire et non vraiment la France ou la Grande-Bretagne. Ah non, la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Excusez-moi quand je la cite. Non, il vient de sortir. Alors, expliquez dans quel cas renoncer à cette politique peut être problématique. Ouais. Quel cas on a? D'après ce qu'on a étudié dans les chapitres précédents, bon, vous avez corrigé, mais dans ce qu'on a étudié dans les chapitres précédents, cette politique, ça va être important. La politique monétaire est importante pour sortir vraiment donc, des crises. Donc, si un État fait face à un choc négatif, crise économique, catastrophe naturelle, mais que les autres États de la zone monétaire ne subissent pas ce choc, alors la Banque centrale de la zone n'adoptera pas nécessairement une politique monétaire qui aidera le pays touché. Donc, une politique expansionniste ne sera pas adoptée automatiquement parce que le fait de vouloir relancer l'autre économie va venir faire baisser trop le taux d'intérêt chez nous. Et donc, ça va
vraiment nous endommager. Or, nous avons une banque centrale commune. Donc, l'autre pays va vraiment subir. Je pense que la Grèce, je sais pas, la Grèce avait eu quelques problèmes. Donc, il y a l'exemple de Minnesota aussi, qui connaît une crise économique. La Réserve fédérale américaine ne va pas forcément adopter une politique monétaire expansionniste, car cette politique peut nuire aux autres États américains, donc générer de l'inflation dans les autres États, par exemple. OK. Oui, quelqu'un me demande si vous aurez des questions de type exercice 4. À la limite, si vous en auriez, le texte vous sera copié dessus. Donc, en lisant, ben, ça saute à l'œil, on comprend. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller lire des documents pour venir composer. Une fois que vous comprenez le cours, les tests qu'on vous mettra à lire pour pouvoir répondre va juste se baser vraiment donc sur ce que vous connaissez dans le cours. Donc, comme des questions, par exemple, le triangle donc, de l'incompatibilité de Mundell, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est abordé vraiment dans les textes. Mais ici, par exemple, c'est une question, si la réponse n'est pas dans le texte, vous ne pouvez pas répondre. Donc, ça ne va pas vous exiger d'aller faire vos propres recherches avant de pouvoir répondre à ces genres de questions. Si ce n'est pas dans le cours, c'est que c'est dans les tests qu'on vous a mis. D'accord? J'avais deux questions. En fait, le deuxième extrait, on parle d'exemple du Minnesota. Puis le Minnesota, c'est un État, je peux pas. En fait, ils font juste référence pour dire que c'est tellement vaste que ce qui se passe à l'ouest ou à l'est, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas faire de la microéconomie juste à un endroit. C'est bien ça? Non. C'est juste que ben, Minnesota, bon, c'est un État aux États-Unis et la Réserve fédérale, donc, quand elle adopte une politique monétaire, c'est Pour sûr. l'ensemble. Oui, c'est ça, c'est pour l'ensemble et c'est pour le dollar américain. Donc, Oui. en injectant plus de dollars américains dans l'économie de Minnesota, pour qu'eux ils puissent relancer leur économie, donc le taux d'intérêt va être faible donc, en Minnesota. Les gens vont pouvoir investir rapidement et tout, donc, d'après ce que nous avons vu. Et là, le problème vient du fait que en injectant donc de la monnaie à Minnesota, on avait vu ce qui se passe, c'est que c'est l'inflation. Parce que les États sont connectés entre eux. Donc, il y a une libre circulation vraiment donc, des capitaux donc, de Minnesota, donc dans l'Oregon, l'Ohio. Donc, ces États connexes vont subir aussi des conséquences négatives dans le sens qu'il va y avoir de l'inflation. Parce que ces dollars qui ont été injectés seront accessibles à tout le monde là-bas. Et comme ils peuvent, les ménages peuvent rentrer aussi dans les autres États, donc ces billets-là vont rentrer dans les autres États, donc des États-Unis, et ça va venir nuire les économies de ces États parce que ça va créer une inflation que ces États n'ont pas voulu nécessairement maintenant parce que eux, leur économie est stable pour l'instant. Leur économie n'a pas subi un dommage comme celui de Minnesota. Oui, j'ai bien compris. Mon autre question, c'était ça. J'ai bien compris, c'était juste parce que pour les États-Unis, je trouvais ça particulier, mais c'est la même chose que l'Europe. En fait, c'est la même mécanique. Oui, oui, oui. Depuis le temps, ils ont trouvé une manière de relancer une politique monétaire, mais plus spécifique. Ça veut dire qu'on parle de la France ou bien de la Belgique. En fait, s'il y a un problème dans un des deux pays, il y a sûrement une mécanique qui a été développée en économie pour supporter un pays qui est en détresse, en fait, sans trop bousculer les autres pays. Non. Ils n'ont pas trouvé? Non. Non. OK. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment parce que c'est la Banque centrale qui gère. C'est pas le gouvernement et donc c'est difficile. OK, merci. À moins qu'on va devoir imposer des barrières comme la non-libre circulation vraiment des capitaux donc de Minnesota vers les autres États. Donc, on ferme un peu la frontière et puis on éjecte la monnaie là-dedans et puis on vous oblige à rester là et puis vous n'avez pas de connexion avec les autres États, il n'y a pas d'échange des produits. Donc, vraiment, ça devient compliqué. OK. Alors, l'exercice 5, écrivez la formule du taux de change réel. Donc là, c'est vraiment pour vous amener encore à faire donc, le travail EP sur P étoile.
Le prix étoile, c'est le prix étranger. Puis, c'est le prix domicile. Donc, chez eux, on va multiplier le prix. Donc, 604, c'est un US. Donc, ça va être un CAD en combien US? Donc, cotation au certain. OK. Donc, c'est la cotation au certain qui est là. Alors, donc, quel est le déterminant principal des taux de change réels à court terme et à long terme? Donc, là, il faut faire attention. Réel. Donc, quand on dit réel, c'est vraiment ce monsieur. OK. Alors, qu'est-ce qui détermine vraiment les variations donc, de E à court terme? C'est petit e. D'accord? Parce qu'à court terme, comme on vient de voir, les prix varient moins. Okay? Les prix ne varient pas d'un jour à un autre, mais quand même un certain temps. Okay? Un mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Donc, à court terme, les prix ne bougent pas, mais dans la même journée, le taux de change bouge. Donc, ce qui détermine vraiment l'évolution vraiment du taux de change réel à court terme, c'est le E. C'est le petit e. C'est le taux de change nominal. Mais à moyen ou long terme, OK? Excusez-moi. Même le moyen terme, OK? C'est le petit e. OK? Mais à long terme, est-ce que c'est précisé? La question n'est pas posée pour le long terme. Attends. Oui, c'est à la fin de la question. Ah, OK, désolé. Donc, quel est le déterminant principal des taux de change réels à court terme, à long terme? OK, donc, à long terme, ce qui se passe, c'est que si vous essayez de prendre combien vaut, si vous regardez $1 US avec $1 canadien, en 2020, c'est presque la même chose en 2021. Okay. Si vous prenez année, vous prenez juste mars 2020 et puis mars 2021, vous allez voir que c'est presque la même chose. Quoique il y a eu des fluctuations journalières, hebdomadaires et tout, mais quand on regarde dans le long terme, ça ne bouge pas, ça ne change pas grand-chose. Okay? Ce qui fait que, et pourtant, les prix changent. Donc, si on veut regarder le changement donc, de ce E, on va regarder aussi donc, le changement au niveau des prix. Les prix peuvent changer donc, dans les pays après une année, parce que la manière dont on a relancé l'économie canadienne ou bien québécoise avec la COVID n'est pas de la même manière que les États-Unis ont répondu. Donc, l'inflation n'est pas donc, de la même manière dans les deux pays. Donc, ce qui fait que le taux de change réel à long terme est essentiellement déterminé par donc, les variations donc, des prix, donc l'inflation dans les deux pays. Alors, selon la théorie de la parité du pouvoir d'achat relatif, comment évolue le taux de change réel à moyen terme? Donc là, c'est qu'on va rejoindre donc, la préoccupation donc, de nous. Donc, effectivement, donc, on est dans un cadre maintenant ici. C'est là ce qui est important. Donc, on est dans la théorie donc, de la parité du pouvoir d'achat relatif. Donc, on est dans un cadre restreint. Et voici ça. Donc, vu qu'on suppose qu'il y a cette parité du pouvoir d'achat relatif, c'est que E égale à 1. Okay. C'est constant. Okay. E égale à 1. Donc, si E égale à 1 en tout temps, c'est clair que son taux de croissance, c'est 0. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose que ça. OK. Donc, c'est juste que c'est vraiment un cadre dans lequel on veut nous faire réaliser quelque chose. Donc, on suppose qu'on est vraiment dans ce cadre donc, de parité du pouvoir d'achat relative. Et puis, voilà. Donc, E est constant ou son taux de croissance est nul. Et maintenant, à partir de là, on va maintenant donc aller faire quelques analyses. Donc, si l'inflation est plus élevée au Canada que dans le reste du monde, donc P
supérieur à P étoile. C'est ce que ça veut dire? Non. L'inflation, ils ont dit pi supérieur à pi étoile. Parce que l'inflation, c'est le taux de croissance de P. Donc, si l'inflation est plus élevée au Canada que dans le reste du monde, comment va évoluer le taux de change nominal? Donc, c'est nominal à long terme. Donc, on sait que, je ne sais pas quelle formule ils vont mettre. On sait que E égale à E fois P divisé par P étoile. Donc, G de E égale G de petit e plus G de P moins G de P étoile. Et ça, c'est pi. Et celui-ci, c'est 0. G de E, c'est 0. Égale G de petit e plus GP, c'est pi, moins GP étoile, moins pi étoile. Donc, G de petit e, ça va faire pi étoile, moins pi. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait voir ça rapidement en disant, bon, si on est dans un contexte, le taux de change, c'est normalement P étoile sur P. Voilà, quelqu'un peut regarder ça comme ça. C'est P étoile sur P. Donc, G de E, ça va faire G de P étoile moins G de P. Donc, ça fait pi étoile moins pi. Donc, ça dépend de comment vous voyez les choses. Donc, comme ça ou comme ça. Bon, si on va vous faire un exercice là-dessus, voilà quoi. C'est un exercice comme ça qui va venir. Ça ne sera pas très différent de ça. Maintenant, les autres questions qu'on a vues, donc appréciation, dépréciation, donc c'est les questions à champ multiple que vous pourrez avoir. OK? Donc, le $1 US c'est ceci, $1 US c'est ceci. Est-ce qu'il y a eu préciation du dollar US? Est-ce qu'il y a eu dépréciation du dollar US? Donc, vraiment, c'est des questions à choix multiples. Et puis, s'il y a un exercice sur ce chapitre qu'on va vous donner, ce sera un peu comme ça. Donc, vous répondez un peu de cette manière. En tout cas, mettez toutes les chances de votre côté. Voilà. Donc, le G, ça fait juste la différence donc, des taux d'inflation. Donc là, on nous a dit que l'inflation est plus élevée au Canada que dans le reste du monde. Donc, ceci va être négatif. Donc, E va diminuer. Donc, il va y avoir une dépréciation. Pourquoi dépréciation? Parce que ce E qui est ici, c'est cotation au certain. Si la valeur diminue, c'est qu'il y a dépréciation. Si la valeur augmente, c'est qu'il y a appréciation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou bien ça commence à devenir du charabia pour certains? Ok, c'est parfait. Alors, je vais effacer ça pour faire l'application numérique. Alors, donc, l'inflation, la dernière question, c'est l'inflation est de 3% au Canada et 8% au Mexique. Le prix du dollar canadien diminue de 12,5 à 10,5 pesos mexicains. Étant donné l'inflation et la variation du taux de change nominal, de quel pays les biens deviennent-ils plus attrayants? Bon, moi, c'est pour ça que je préférerais, voyez ce que si vous donnez un exercice comme ça, voici comment je vais vous poser la question. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la deuxième question. Ça, c'est la troisième question, petit a. Ça, c'est la troisième question, petit b. Et ça, c'est la quatrième question. Pour ne pas confondre les gens comme nous, parce que, effectivement, ce qui se passe, c'est que ça et ça, enfin, cette question qui est posée ici, on a supposé qu'on est dans un contexte donc, de parité de pouvoir d'achat relative. Mais quelqu'un qui travaille, qui est sous pression, stressé, bon, il peut penser que, bon, il peut ne pas faire le lien, donc, que ça veut dire qu'on est dans ce contexte, ok, vous voyez. Et quand tu viens ici, dans le E, tu vas vouloir penser que, ok, on est toujours dans la parité du pouvoir d'achat relatif, mais ce n'est pas vrai.
On n'est pas vraiment dans la parité du pouvoir d'achat relatif. Mais bon, dans tous les cas, assurez-vous. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous composez, c'est-à-dire que ce genre de choses, de toute façon, je serai en ligne avec vous. S'il y a ce genre de problème, je vous dirai. Sinon, ben, tout le monde aura le point pour ce genre de choses. Quoi. Parce que quand il y a la confusion, parfois, ça dérange un peu. Quoi. Donc, cet exercice, la question qui est ici ne rejoint pas le cadre vraiment donc, de parité de pouvoir d'achat relative. Et celle-ci rejoint vraiment ça. Mais comment le savoir? C'est pour ça que c'est bien donc, de mettre ça dans les mêmes sous-questions. Comme ça, on sait que, ah, OK, on a considéré qu'on est dans la parité du pouvoir d'achat relative. OK. Alors, donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller, parce que la question qui est posée, c'est de trouver le G de... on nous donne... c'est de trouver le G de E, grand E. OK, parce que là, ce que vous avez ici, vous avez pi égale à 3%, vous avez pi étoile égale 8%, vous avez le taux de change de E, bon, vous pouvez calculer son taux de croissance, c'est qu'il a quitté donc de 12,5 pour aller vers 10,25, donc son taux de croissance, ça fait 10,25 moins 12,5 divisé par 12,5, c'est comme ça qu'on avait pris, non? On avait appris à calculer le taux de croissance, ou bien 10,25 divisé par 12,5 moins 1. Voilà, la valeur finale divisée par la valeur initiale, moins 1. Et une fois qu'on a ça, c'est fini. On connaît GE, ça fait G petit e plus pi moins pi étoile. Donc, on connaît toutes ces valeurs. On va voir l'application numérique dans les corriger. OK. Donc, ça fait moins 18%. 10,25 moins 12,5 divisé par 12,5, ça fait moins 18%. Ensuite, vous allez faire donc moins 18 plus 3 moins 8. Moins 18 plus 3 moins 8, ça fait moins 23%. Donc là, on voit que les produits vont coûter quel pays qui c'est quel pays, c'est quelle monnaie qui se déprécie de manière réelle. D'accord, on va réfléchir ensemble sur ça. Parce que la question qui est posée, c'est dans quel pays les biens deviennent-ils plus attrayants? Ok, on a calculé GE est à moins 23%. Si c'est 1, si c'est 100%, bon, aucun pays n'est attrayant. Si c'est positif, ça veut dire quoi? Si c'est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le dollar canadien s'est apprécié ou s'est déprécié? De manière réelle, en considérant les prix. Vu que le grand E, on va dire que grand E a diminué. Ok. E a diminué. Si grand E a diminué parce que son taux de croissance est négatif, donc ce qui se passe, c'est que ce que vous pouvez dire, donc la monnaie réelle du Canada s'est dépréciée. Okay. Donc si la monnaie se déprécie au Canada, enfin, je suis au Canada, si la monnaie se déprécie, est-ce qu'on est... nos produits sont attrayants ou non attrayants?
par rapport à un étranger vont être plus attrayants? Plus attrayants. Ouais. C'est ça. On va être beaucoup plus compétitif. On va pouvoir mieux vendre parce que ça va coûter moins cher. Les Mexicains vont aimer les produits canadiens parce que ça coûte moins cher. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Les prix augmentent moins au Canada et le Canadien. Le CAD se déprécie, donc les biens canadiens deviennent plus attrayants. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'examen final, vous connaissez la date? Le 9. Oui, le 9. Dimanche le 9 en matinée, je crois. Oui, c'est de 9h à midi, c'est ça? Oui. Est-ce que... Attendez. Est-ce que vous... Attends, je pense que c'est de 2 à 5. Donc, c'est le dernier cours aujourd'hui, alors. Oui, 14h, je pense. Attendez, vous allez... Attends, c'est le dernier cours aujourd'hui, hein? Oui, ben il y a un cours de révision le 3, ça se peut-tu? Oui, non, je veux dire dans les diapos, je veux dire les... Il y a aujourd'hui, prochain lundi, révision, puis après, c'est l'examen. OK. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous vous sentez à peu près? Un peu. Beaucoup de révisions à faire. OK. Oui, Ouais. effectivement. Il y a beaucoup de choses, hein. C'était quand même assez fragile. C'est quand même depuis le chapitre 7, je crois. Mm-hmm. En fait, l'examen, c'est ça. Ça va être de 7 à 11. Oui. C'est ça, c'est des mécaniques assez... on peut comprendre, mais vraiment l'assimiler, bien comprendre, c'est une autre paire de manches. C'est d'autres choses. Oui. 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 Voici les conseils que moi je vais vous donner. Préparez votre examen cette semaine. Si vous préparez l'examen cette semaine, vous aurez moins de stress la semaine prochaine parce que vous aurez déjà même d'abord beaucoup de questions à me poser le lundi prochain. Et puis, vous saurez déjà mieux comprendre parce que quand moi je vais venir, et on peut mieux naviguer, on peut se dire beaucoup de choses, on peut s'expliquer beaucoup de choses et puis vous allez comprendre tout ce que je vais raconter. Et là, je ne vais pas attendre que vous me répondiez parce que je vais vraiment vous donner juste les choses, je vais vous donner beaucoup d'informations. Mais si vous n'avez pas pris le temps donc, de relire encore, ça va venir comme trop pour vous. Donc, je vais venir vraiment comme pour vous exposer beaucoup de choses, pour vous donner des informations. Et puis, on va essayer donc de regarder donc, l'examen comme on a fait la dernière fois, l'examen final qui est là. On va essayer de le faire aussi ensemble. OK? Donc, voilà. Donc, il y a des questions qui sont ici. Vous pouvez essayer de les faire aussi à l'avance. Et ça vous fait gagner du temps. Comme ça, bon, la semaine prochaine, vous serez moins stressé. Vous pouvez juste fouetter donc, les diapositives pour garder quelques notions parce que vous aurez déjà eu à traiter l'exercice à l'avance et à une date qui est lointaine, donc de la date de l'examen qui vous donne moins de stress. OK? Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc, gardez le cap. Ceux qui poursuivent A+, poursuivez. Ceux qui veulent encore remonter la pente, c'est encore possible. D'accord? Donc, à bientôt. Monsieur? Oui? Est-ce que cet examen, cette fois-ci, sera à livre ouvert? Oui. L'examen final et l'intra, oui. OK. Vous pouvez Puis, tout... est-ce que ce sera encore une fois, comme la dernière fois, on va se brancher au Zoom ici, puis on fait l'examen? Oui, on va se brancher. OK, parfait. Parce qu'il peut y avoir toujours donc, des informations à vous donner, des questions, des choses qui peuvent me paraître correctes. Parce qu'il y a des gens, la dernière fois, ils ne se sont pas connectés et ils n'ont pas eu ce que je vous avais dit. Donc, bon, c'est à leur désavantage. Donc, connectez-vous, c'est mieux. Okay. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on s'est dit lundi prochain, c'est bon comme ça? Oui, Pardon, merci. monsieur? Oui, merci. Merci, man. OK. Ah, ouais. Monsieur, pardon? Oui, Mohamed, oui. Oui, en fait, moi, j'ai 2 examens dans le même temps avec la même heure de l'école 2400. Donc, je voudrais savoir c'est quoi la solution. Parce que j'ai demandé un examen différé, j'ai pas eu de réponse. Oui, vous avez écrit à Karine, c'est ça? Karine Fréchet? Oui. Oui, non, c'est bon. Si elle ne vous a pas répondu, c'est bon.
Elle va vous répondre assurément, puisque vous l'avez écrit le week-end. Donc, elle va vous écrire quand elle va lire le courriel et puis elle va vous intégrer donc, dans ceux qui vont composer pour les amis différents. D'accord, donc c'est sûr que j'aurai un examen différé, c'est ça? Parce que... vous aurez un examen différé. Si vous n'avez pas d'examen différé, bon, vous avez dit que c'est à cause donc de... Vous avez 2 examens, c'est ça, non? Oui, même heure, même jour. Oui, si vous avez la preuve, je suis votre témoin. Merci beaucoup. OK. Merci, monsieur. Bienvenue. OK, bye tout le monde.